Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Je suis Eliane Hippo, je suis business coach et je reçois aujourd'hui Gilles David qui a créé l'entreprise Enertime il y a quelques années de cela et il va tout nous raconter. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors dites-nous à nos auditeurs, qu'est-ce que fait Enertime? Qui est Gilles David? Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, Gilles David, c'est un ingénieur qui a fait une école d'ingénieur parisienne il y a déjà assez longtemps. Hein, on est sorti en 82, hein, dans 1982, donc ça fait un bail. Qui a travaillé beaucoup dans ces grandes entreprises de l'électromécanique française autour du groupe Alstom, hein, c'est-à-dire, moi j'étais chez CG2 Alstom, CGLEC, puis Alstom, ABB Alstom, Alstom Power, Alstom TED, Areva TED, Areva Renouvelable. En fait, j'ai quasiment jamais changé d'entreprise. Enfin, j'ai pas changé d'entreprise légale. Simplement, au fur et à mesure que l'électromécanique française s'est réorganisée ou a été rachetée, etc., j'ai suivi, quoi, voilà. Puis à 50 ans, j'ai décidé que voilà que c'était le moment ou jamais de créer mon entreprise et donc j'ai créé Enertech. D'accord. Et alors, donc, quel est le secteur d'activité d'Enertime? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu forcément, hein. J'ai un petit peu d'informations, mais nos auditeurs aimeraient savoir ce qu'est Enertime. Alors, Enertem, c'est une entreprise qui est industrielle et qui est extrêmement B2B. C'est-à-dire que nous, on fait des machines qu'on vend à des clients ou qu'on installe chez des clients et on les fait tourner, qui sont des très grosses machines qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes, qui produisent des mégawatts électriques et qui ont pour, euh, pour objectif ou pour marché de transformer de la chaleur perdue dans les procédés des cimenteries, des verreries, des aciéries, pour en faire de l'électricité qui est réinjectée dans le réseau de l'usine, qui permet à une usine, une aciérie, une verrerie, une cimenterie de réduire très significativement sa consommation d'électricité. Donc, on vend donc des machines ou des systèmes qui font de l'efficacité énergétique. Ça, c'est ce qu'on appelle les ORC. Après, on a développé d'autres technologies qui sont voisines, qui sont sœurs de cette technologie-là, et en particulier ce qu'on appelle des pompes à chaleur. Tout le monde sait un peu ce que c'est qu'une pompe à chaleur. Bon, nous, on fait des très grosses pompes à chaleur pour des besoins industriels. C'est-à-dire, on développe des solutions pour des pompes à chaleur qui produisent de la chaleur au-dessus de 100 degrés. C'est-à-dire, on produit de la vapeur pour des procédés industriels pour en là réduire la consommation de gaz naturel ou éventuellement de fioul ou de charbon des industriels, en D'accord. consommant de l'électricité qui va alimenter les pompes à chaleur, mais avec des rendements très intéressants, quoi. Alors là, on est pile poil dans quelque chose qui a dû subir assez récemment de grosses modifications parce que avec l'augmentation du prix de l'électricité, j'imagine que ça a été un moment clé peut-être pour Enertime. Oui, alors c'est un moment clé pour Enertime. En même temps, nos machines, d'abord, il faut, euh, comment dire, nos projets, ce sont toujours des systèmes. En fait, c'est pas des produits, c'est-à-dire qu'on vend pas ça sur catalogue. Il faut à chaque fois regarder les besoins de l'usine, comprendre comment l'usine fonctionne, quels sont où est-ce qu'il y a de la chaleur perdue, quelle quantité. Alors, si c'est une cimenterie, bah, toutes les cimenteries sont un peu pareilles, mais toutes les cimenteries ont des tailles différentes, ont des comment dire, de la chaleur perdue un petit peu différente. Enfin, à chaque fois, il y a beaucoup d'études à faire. Puis après, il faut évaluer ce que coûte une installation. Et ça, c'est aussi assez complexe parce que il y a beaucoup de corps de métier qui vont intervenir. Il faut aller mettre un espèce de gros radiateur sur les fumées. Il faut après mettre un réseau qui va amener la chaleur de ce gros radiateur à nos machines, etc., etc., quoi. Donc en fait, entre le moment où on rencontre un industriel et au moment où éventuellement il prend sa décision, il se passe quand même souvent 1 an et demi, 2 ans. Donc, entre le moment où il commence à s'intéresser et où vous commencez les études et la réalisation, 1 an et demi à 2 ans? Voilà. Et puis après, la deuxième chose, c'est que l'histoire du prix de l'énergie est une histoire maintenant assez bien connue de prix de boom et de bust, hein. C'est-à-dire que et donc en fait l'énergie, quand l'énergie devient chère, tout le monde se précipite pour en produire ou en fournir.
Et à partir de ce moment-là, assez rapidement, le coût de l'énergie baisse. Et donc, nos clients, quand ils voient le prix de l'énergie partir au plafond, ils commencent par se dire, est-ce que ça va rester aussi haut ou est-ce que ça va pas redescendre? Et donc, il y a toujours un petit temps de réflexion pour dire, ben, est-ce qu'il faut vraiment faire de l'efficacité énergétique ou pas? Parce que si demain, il y a trop d'électricité sur le réseau, comme il y a 5 ans, bah, le prix de l'électricité, il s'effondre. Et à ce moment-là, si vous avez investi dans une machine qui permet d'économiser l'électricité, bah, cette machine, elle n'est pas rentable. Alors, ça, c'était avant la guerre en Ukraine, c'était avant euh, la compréhension maintenant du monde, l'industrie mondiale qu'il faut décarboner, et il faut décarboner très vite, et que donc il faut arrêter de procrastiner en disant demain on va trouver plein de gaz et plein de pétrole et le prix de l'énergie va s'effondrer. C'est fini, ça sera plus comme ça. Et donc les industriels maintenant commencent à se dire la période où l'énergie était pas chère, elle est finie. Parce que l'énergie pas chère, c'est le pétrole et le gaz. Et le pétrole et le gaz, on n'en veut plus. Donc, on a, en quelques années, on est passé d'un monde qui faisait pas d'économie d'énergie, pas du tout, parce que l'énergie valait rien. Et quand l'énergie vaut rien, ben pourquoi l'économiser? Vous n'allez pas dépenser 100 pour économiser 1, ça n'a pas de sens. Et tout d'un coup, maintenant, les industriels se disent, il faut que je décarbone, il faut que j'économise. Et donc là, on a tout d'un coup un marché énorme qui se crée. J'aurais presque tendance à dire, c'est pas si facile que ça maintenant de monter en puissance pour le suivre, parce que tellement il y a de demandes en matière de pompe à chaleur ou d'ORC. Alors, je crois que c'est une prise de conscience que vous avez pu constater sur d'autres continents également, puisqu'il me semble qu'Enertime n'est pas simplement franco-français. Alors, même Enertam n'est Alors, dans sa... pas du tout français, franco-français. C'est-à-dire que nous, voilà, la France, c'est un pays un peu particulier où l'électricité a toujours été vendue relativement pas cher. Alors, on s'aperçoit que c'est un peu, on a mis un peu la tête dans le sable parce que la réalité, c'est que, bah, en fait, on l'a probablement vendue pas assez cher. Mais bon, moi, comme je suis pas un gros consommateur d'électricité, c'est pas à moi de. Mais on a toujours dit que l'électricité, ça pouvait tout faire, que c'était pas cher et plus, enfin, il y a un côté un peu soviétique hein, dans le système français de produire en masse de l'électricité pas cher. Bon, là, ce temps est un peu fini, mais il reste quand même que la France a aussi une électricité qui est faiblement carbonée. Et donc, nous, comme notre but, c'est quand même d'abord d'économiser de l'électricité, bon, on se tourne vers tous les autres pays du monde, quasiment, qui, eux, ont de l'électricité beaucoup plus carbonée. Mais ça ne nous empêche pas de vendre en France, bien sûr, mais notre marché a toujours été quand même un marché mondial. Et quand vous êtes dans l'énergie, quand vous avez un marché dans votre pays seulement, c'est très mauvais signe. Hein. Ça veut dire que, en fait, le reste du monde fonctionne différemment. Et quand le reste du monde fonctionne différemment, bah, vous développez pas les solutions dont le reste du monde a besoin. Voilà. Et donc, nous, on a toujours été international. Et dans l'énergie, si vous n'êtes pas international, ben, ou vous êtes aidé par l'État en permanence, et puis vous faites le village gaulois, et puis vous faites vos solutions chez vous, ça vous permet de bien vivre, mais ça n'améliore pas la balance commerciale française. Et d'ailleurs, on voit que bon, bah, la balance commerciale française, elle est complètement au tapis. Et donc, nous, on a la prétention de vendre beaucoup plus à terme à l'étranger qu'en France. Hein. Ça, il y a pas de débat. Et on le fait déjà depuis 2015. Hein. On a vendu nos premières machines à l'étranger il y a presque 8 ans. Quoi. Merci beaucoup. Quelle serait une fausse idée ou une idée préconçue que les gens pourraient avoir sur le secteur d'Enertime et
que vous aimeriez combattre ou dédouaner ou modifier un petit peu, et là je ferai une coupure, Gilles, sur l'interview. Quelle est l'idée que vous pourriez battre en brèche de façon à pouvoir... Non, je reprends et je recouperai. Je suis désolée, Gilles. Pas de problème, pas de problème. Ma formulation n'est pas bonne. Quelle est la fausse idée que l'on pourrait avoir sur le secteur d'activité d'Enertime et que vous aimeriez mettre un petit peu en lumière? Qu'est-ce que vous auriez pu trouver comme fausse idée? Bah, la première fausse idée est que c'est un marché facile, en pleine expansion, et que nos machines, on devrait les vendre comme des petits pains. En fait, comme l'expliquait, les temps de décision, les incertitudes sur le prix de l'énergie, euh, les, les- les paramètres comment dire, de l'industrie, ce que j'appelle moi l'industrie des clean tech, c'est-à-dire l'industrie des sociétés qui fabriquent des équipements pour réduire comment dire, le gaz à effet de serre et le changement climatique. C'est en fait, ça a l'air d'être une industrie en forte expansion. Dans la réalité, ce sont des métiers où les entreprises doivent faire beaucoup d'efforts pour réussir à décoller. On n'est pas du tout dans le numérique où en quelques années, en 5 ans, vous pouvez devenir une licorne. Mais bon, ça c'est l'industrie en général, hein, ça a toujours été comme ça. Mais en plus, les clean tech, enfin l'industrie des sociétés qui travaillent pour la transition énergétique et qui fournissent des solutions industrielles, est un marché où les success stories n'arrivent qu'au bout de 15-20 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence qui est énorme et voilà, qui rend, disons, le succès, d'ailleurs, à mon avis, beaucoup plus méritoire, en fait, dans la mesure où vous arrivez à survivre pendant 10 ou 15 ans avec de l'électricité à vraiment pas cher, alors que vous faites de l'efficacité énergétique électrique. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est important et il faut le dire parce que parfois les gens ne comprennent pas très bien pourquoi Enertime n'est pas déjà une ETI ou une multinationale. Et pourtant, le succès est arrivé finalement de façon assez spectaculaire et rapidement finalement, puisque Enertime n'a finalement que 15 ans d'existence et avec un très très beau succès. Oui, mais enfin, succès, oui, oui, on se bat tous les jours pour avancer et je pense qu'on réussit. Mais 15 ans, c'est long hein, pour des investisseurs. Hein, les ventures capitalistes, 15 ans, c'est l'éternité. Et pourtant, quand on regarde un enfant entre le moment de sa naissance et ses 15 ans, il s'est passé en un éclair. Alors justement, si on parle d'enfants, est-ce que vous auriez un conseil à donner au jeune Gilles, celui du temps où il hésitait à se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque pour vous, c'est venu après un parcours de salarié. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au jeune Gilles? Alors, d'abord, j'applaudirais parce que des Gilles, il y en a quasiment plus. Donc, je suis très content quand je rencontre un Gilles, un jeune Gilles. Ça me gêne pas d'ailleurs. C'est pas- et après, je lui dirais bah, que d'abord, que s'il est ingénieur hein, ou technicien, il faut il faut qu'il approfondisse en fait les technologies. Il faut pas qu'il parte dans la finance. Enfin, il peut partir dans la finance, mais il faut que les gens qui ont la vraie fibre d'ingénieur restent ingénieurs. Parce que le monde a besoin d'ingénieurs et le monde aura toujours besoin d'ingénieurs. Et les ingénieurs qui gèrent le problème du changement climatique ou qui gèrent le problème de la mobilité dans les villes, ou les ingénieurs, ils sont là pour régler les problèmes. Alors après, parfois, ils font des bêtises, hein, je dis pas, hein, mais au final, il faut qu'ils soient fiers d'être ingénieurs et qu'ils aillent au bout des technologies si c'est ça qui les attire. Puis après, la deuxième chose, il faut pas hésiter effectivement dans l'énergie, hein, je parle pas des autres, dans l'énergie, et en particulier dans l'industrie de l'énergie, il faut pas hésiter à passer un peu de temps dans des grandes entreprises. Parce que l'énergie, c'est pas, c'est un monde extrêmement compétitif, avec un nombre incroyable de solutions différentes, avec des sociétés qui sont très riches, très grosses, euh, très établies, et comment dire,
il faut pas croire que en arrivant avec une application numérique géniale, vous allez, comment dire, ubériser le monde de l'énergie. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, il faut peut-être effectivement passer un peu de temps à apprendre dans un grand groupe, quel qu'il soit, et ne se lancer qu'après avoir compris un peu les mécanismes. Parce que le risque est que si vous partez trop tôt, avec assez peu d'expérience de ce monde, et vous risquez de rater des choses. Et Merci. après, bah non, je pense que c'est un vrai sujet. L'énergie, ça va rester un sujet pour les siècles à venir. Et je pense qu'il faut s'y intéresser. Et il faut pas s'y intéresser après que dans des grands groupes. Il faut aussi aller voir des PME comme Enertime qui recrutent en permanence et qui a besoin de gens qu'elle ne trouve pas. Et donc, il faut vraiment que les jeunes aillent voir aussi des PME et startups. C'est là que se fait l'énergie de demain. Alors justement, un appel que vous aimeriez lancer auprès de nos auditeurs, Gilles, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur dire? J'ai entendu, nous recherchons du monde en permanence, ce que nous ne trouvons pas obligatoirement, c'est le moment. Je vous laisse la parole. Non, mais je pense que nos problèmes sont les mêmes que le, les grandes entreprises de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit en particulier d'ingénieurs et de techniciens. Euh, Ces métiers-là sont passionnants, ces métiers-là sont bien payés. Si on veut réindustrialiser la France, il faut que les ingénieurs continuent à être ingénieurs et les techniciens continuent à être techniciens. Il faut bien sûr d'autres formations, hein. Dans Enertime, on recrute aussi des gens qui ont fait des écoles de commerce ou Sciences Po, choses comme ça, hein. C'est pas pour dire que on ne recrute que des ingénieurs, mais aujourd'hui, il y a un déficit terrible comment dire, d'employés en matière d'ingénierie euh, et de conception d'équipements et de maintenance de nos équipements. C'est un grand appel à tous les futurs ingénieurs ou les jeunes ingénieurs ou les moins jeunes ingénieurs ou techniciens. Il faut aller dans des boîtes comme Enertime. C'est là on crée le futur de l'énergie en France et dans le monde. Alors, on mettra en dessous dans la description, bien entendu, les liens de façon à ce qu'on puisse vous retrouver facilement et qu'on puisse postuler directement auprès des Nertime. Une dernière question, Gilles. Est-ce qu'il y a une question justement que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Ah oui, alors il y a une très bonne question. Ok. Euh, En fait, j'ai moi et une dizaine d'autres sociétés PME industrielles comme moi, comme Enertime en fait, pas moi, comme Enertime, nous avons créé très récemment une association qu'on appelle France Clean Tech Industrie et qui a pour objectif de fédérer toutes les PME industrielles innovantes dans le domaine des clean tech de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup dans le paysage français, c'est-à-dire un groupe d'entreprises qui ont les mêmes problèmes, les mêmes besoins, les mêmes envies comment dire, de changer le monde, les mêmes, comment dire, et qui, ensemble, échangent mieux leurs bonnes pratiques, sont capables de mieux euh, comment dire, naviguer dans un monde qui est pas toujours très facile, en particulier l'entrepreneuriat. Euh, et l'entrepreneuriat industriel n'est pas facile. Et une association qui, et là j'appelle tous les start-upers, tous les jeunes créateurs ou les moins jeunes créateurs de PME dans l'énergie, de venir nous rejoindre dans la mesure où ce sont des PME industrielles. Nous souhaitons, on fait pas une discrimination vis-à-vis des PME de service ou des PME dans le numérique. C'est juste que nos problèmes sont différents et donc il nous faut aujourd'hui, il faut faire corps, il faut être ensemble. Il faut aller voir ensemble le gouvernement pour lui dire voilà, il faudrait mieux faire ci ou faire ça. Ça permettrait de réindustrialiser plus rapidement la France. Très bien. Eh bien, là aussi, nous mettrons la description et j'entends cet appel aux PME, alors industrielles dans le secteur de l'énergie à rejoindre l'association pour des échanges d'idées, pour de la mise en commun de bonnes pratiques et pour rendre notre planète plus verte finalement. Exactement.
Eh bien, merci Gilles. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette série Nous Entrepreneurs. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Eliane. Au revoir.